À l'automne 2010, la France délaisse son petit A319 présidentiel au profit d'un Airbus A330. Doté d'une autonomie de 12 000 km, soit le double de son prédécesseur, il mesure 59 mètres de long pour 60 mètres de large et arbore un design entièrement repensé, faisant la part belle au drapeau tricolore. On a voulu monter en gamme et dans cette montée en gamme, il y a des raisons opérationnelles claires, mais après, il y a aussi également une question d'image. Quand vous arrivez dans un sommet international, un sommet du G20, un sommet du G7, il y a un peu un concours de celui qui aura le plus gros avion, quoi. Vous avez un A319 face à un 747, face à un Air Force One. Faites pas le poids. L'avion présidentiel, il est tellement emblématique qu'on parle d'un ambassadeur matériel. C'est-à-dire que l'avion ne s'arrête pas à un moyen de transport. Il représente son pays, il représente son président. L'avion symbolise un petit peu la puissance du chef de l'État. Nicolas Sarkozy se vivait comme le nouveau Kennedy français. Donc il fallait un avion beaucoup plus rutilant. Un porte-étendard de la France et de son président à 259 millions d'euros, qui, le temps de son aménagement tenu top secret, a alimenté les fantasmes et gagné un surnom tenace. Air Sarko One. Cette image de président des riches, de président bling-bling, elle est collée à lui. Donc forcément, on imagine que l'avion va être à son image. On a dit qu'il y avait une baignoire sabot pour que le président puisse se prélasser en vol, et puis aussi des capteurs de fumée pour lui permettre de fumer le cigare. Bon, complètement faux. Là, on est dans, en quelque sorte, le règlement de compte politique, en disant Sarkozy voit trop grand. Et cet avion présidentiel, moi, je l'ai utilisé une dizaine de fois. C'est vrai que c'est spacieux, mais c'est pas ostentatoire. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de décoration, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler, pour bien dormir. Dans sa version présidentielle, les 324 sièges de l'avion de ligne ont disparu. Seuls 60 passagers sont autorisés à pénétrer dans cet autre palais présidentiel, concentré dans une cabine de moins de 300 mètres carrés. C'est vraiment un petit Élysée volant. On est dans le pouvoir, on est au cœur du pouvoir. Au niveau des ailes se dresse la salle de réunion présidentielle. Il y a les hublots d'un côté, les hublots de l'autre, et il y a une table ronde où il y a 11 chaises, et il y en a une, on voit que c'est le siège présidentiel tout de suite, puisqu'il y a 2 accoudoirs. Le grand moment, c'est quand l'avion s'apprête à décoller, de voir si l'aide de camp va arriver pour sélectionner telle ou telle personne. Alors tout le monde espère en être, aller dans le sein des saints pour pouvoir faire partie des 10 à 11 personnes qui vont pouvoir accompagner le président de la République dans son déjeuner, dans son dîner, dans cette fameuse salle de réunion. Contrairement aux autres passagers logés à l'arrière de l'avion, à bord, le président dispose de ses appartements privés. Le bureau peut lui permettre de travailler avec 4 ou 5 collaborateurs. Ensuite, il y a la chambre du président. Petite chambre de cabine de bateau, on dirait. Même pendant son sommeil au-dessus des nuages, le président doit rester en prise avec les affaires du monde. À bord, face aux cuisines, une salle de transmission maintient des liaisons confidentielles avec le sol. Il faut que dans les 2-3 minutes, le président de la République puisse être en contact avec le Premier ministre, avec le chef d'état-major de l'armée, si jamais il arrive quelque chose. La France a l'arme nucléaire, donc elle doit en permanence avoir la possibilité de tirer ses armes nucléaires. Et c'est seulement le président qui peut prendre cette décision. La dernière innovation de la 330 présidentielle se situe juste derrière le cockpit. C'est une sorte de cabinet médical où on peut faire des interventions chirurgicales d'urgence. Il faut savoir que par le passé, on avait un deuxième avion qui suivait avec une équipe médicale, avec des moyens spécifiques. À présent, seul un Falcon 7X de la flotte présidentielle accompagne l'A330. Un avion censé prendre le relais en cas de défaillance. C'est précisément ce qui est arrivé à François Hollande au premier jour de son mandat. Il décide de se rendre
voir Angela Merkel à Berlin. Il est en vol, on s'en souvient tous, il y a de l'orage et paf, l'avion se fait foudroyer. Lui, il est allé voir le pilote pour dire il faudrait continuer parce que j'ai un rendez-vous avec la chancelière. Et le pilote lui a dit, mais monsieur le président, à bord ici c'est moi qui commande, et vu l'état du climat et tout, il faut qu'on retourne à Paris. François Hollande disait en plaisantant, j'ai compris tout de suite les limites du pouvoir du président de la République. À son tour, François Hollande multiplie les déplacements à bord de l'avion présidentiel, en vantant même les mérites devant les caméras. Un lieu qui nous permet de travailler et prenons toutes les étapes du voyage et l'avion est une étape du voyage. Un voyage sous haute protection. L'avion présidentiel français est équipé d'un revêtement pare-balles capable de résister à des tirs d'armes et à des explosions. Sous le fuselage, à l'abri d'une coque de protection, un système antimissile assure les arrières de l'appareil. Un système qui s'appelle le DIRCM, c'est une sorte de rayon laser qui va éblouir l'optique du missile qui est en train de nous arriver dessus. À partir du moment où le missile n'est plus capable de voir sa cible, il va simplement se perdre et il va exploser en vol. L'A330, un appareil ultra sophistiqué qui permet à la France de se démarquer aujourd'hui comme hier. Les Américains, ils ont la navette spatiale, les Français, ils ont le Concorde. C'était quand même le must, c'était super chic d'arriver dans un pays étranger à bord d'un Concorde. Là, on est vraiment dans le prestige, dans ce que l'on a fait de mieux en matière d'aviation. Le président, quand il peut accéder à cet appareil-là, évidemment, il ne va pas s'en priver, puisque là, il y a un rayonnement qui est gigantesque. C'était ça le Concorde, c'était une vitrine commerciale pour les présidents français. De Georges Pompidou à François Mitterrand, les locataires de l'Élysée ne se faisaient pas prier pour grimper à bord du supersonique. On était quasiment 3 fois plus rapide que tous les autres avions présidentiels mondiaux. Le président partait plus tard, il pouvait rester plus longtemps au sol, faire des réunions plus longtemps, mais il arrivait avant à destination. Georges Pompidou, c'est le premier président au monde à avoir passé la vitesse du son, Mach 1. Valéry Giscard d'Estaing, lui, détient un titre qui est toujours très convoité aujourd'hui, de président le plus rapide du monde. Parce que quand il s'est rendu en Iran, où l'attendaient des chasseurs qui devaient l'accompagner jusqu'au sol, ils ont poussé les moteurs jusqu'à 2600 km/h, c'est-à-dire Mach 2,12. Une pluie de records à bord d'un avion qui ne faisait alors pas partie de la flotte présidentielle française. Les présidents le faisaient affréter spécifiquement pour eux. Il était équipé à chaque fois en version VIP, c'est-à-dire qu'on installait une chambre à coucher très confortable, des bureaux, des photocopieuses, et il y avait absolument tout ce qu'il fallait pour le président. Un souci du confort qui ne date pas du Concorde.